Je prédis qu'Ant-Man 3 va être un véritable carton puisqu'on va tous pouvoir s'identifier. Non pas qu'on vive tous dans une MST géante, non, mais c'est Kang. Dans le dernier trailer, on voit bien qu'il a commencé par respecter Scott Lang, à l'appeler par son prénom, à lui dire qu'il était intéressant, qu'il cernait ses besoins, qu'il pouvait lui donner ce qu'il voulait parce que lui le comprenait. Bref, il lui titille la fourmilière et puis une fois que c'est signé, paf, il brise ses promesses, il le force à faire ce qu'il ne veut pas et puis il finit par le menacer ouvertement et ça c'est clairement ma relation avec mon banquier. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 381e JT Comics et attention, Adam Driver serait le choix préféré de Marvel Studios pour incarner le brillant scientifique Mr. Fantastic, et vous savez, ce méthode acteur a perdu 10 kilos quand il a fallu qu'il incarne un prêtre catholique persécuté, affamé, dans le silence, donc là on n'est pas à l'abri qu'il nous passe 5 doctorats, qu'il invente un portail vers la zone négative et qu'il bosse sa souplesse pour étirer ses membres jusqu'à décoller à au moins 2,50 m en hélicotube. Bravo, en attendant nous, décollons plutôt pour les news de la semaine. Mephisto, attention, on va parler ici de la dernière bande-annonce d'Ant-Man 3, donc ceux qui veulent rester vierges jusqu'au popcorn, vous pouvez directement aller dans la barre de défilement et sauter jusqu'à la news prochaine, on va parler de quelque chose de complètement scandaleux qu'a fait le Joker. En attendant, la dernière bande-annonce d'Ant-Man Quantumania nous montre ce qu'on attendait enfin de voir, ce qu'on nous promettait depuis un petit moment, à savoir Kang en tant que successeur du claqueur de doigts fou au menton quelque peu vallonné, Thanos. Alors digne successeur ou non, on le verra dans le film, mais c'est vrai que ceux qu'on avait commencé par nous présenter plutôt comme des alliés, eh bien on sent bien qu'ils vont finir par se rayer leurs casques respectifs, puisque Kang lui fait littéralement des menaces dignes du pire des mecs toxiques, et peut-être que Ant-Man mérite de se faire un petit peu tirer l'oreille, puisque ça, il y a un détail qu'on n'a pas vu dans la bande-annonce, qu'on a vu en dehors, il s'est fait griller par une de ses fourmis en train de boire une Heineken déjà, sans alcool ensuite, comme s'il affrontait encore des tout petits vilains du genre Yellow Jacket ou Ghost, alors que maintenant il est quand même rentré dans la cour des grands. Kang, il devrait plus boire que des bonnes grosses IPA bien amères, bien chargées comme un Richard Virenque de la grande époque. Oui, c'est Kang, c'est le prochain grand antagoniste du MCU et celui qui donnera son titre au prochain film Avengers 5, la dynastie de Kang, qui commence dans Ant-Man directement. Et ce que j'ai beaucoup aimé comme principe narratif dans cette bande-annonce, c'est celui qu'on appelle le principe du pacte avec le diable. Kang, clairement le Mephisto de la bande-annonce, puisque il joue sur ce que Scott Lang a de plus précieux et ce qu'il avait très tôt dans le MCU comparé aux autres. On a découvert qu'il avait une famille et c'était un modèle de famille vertueux, un petit peu comme celui qu'on a découvert quasiment en même temps, la même année chez Hawkeye. Depuis, il y en a eu d'autres, des modèles de famille vertueux. Je pense à la famille de She-Hulk et à la famille de Miss Marvel, mais forcément que quand on lui propose de rattraper le temps perdu avec sa fille pendant les 5 ans, là où l'autre il s'est joué Jazzman à fond, eh bien c'est alléchant. Assez pour venir en aide à ce Kang qui a l'air surpuissant, mais pas suffisamment pour se sortir tout seul de ce royaume quantique. Et heureusement qu'il a l'univers d'Ant-Man, dont il a l'air de récupérer tous les débris, puisque MODOK dans cette version du MCU ne sera autre que Yellow Jacket, donc ça c'est un petit peu surprenant. Bientôt on va apprendre qu'il roule dans un petit train d'enfant, chouchou. Mais peu importe, moi je l'aime bien ce Kang stratège, manipulateur, combattant, sans concession. Tu sens qu'il est pas là pour rigoler, qu'il va pas se prémunir d'excuses foireuses à la Thanos, en mode malthusianisme, il faut laisser respirer l'univers, je vais vous tuer tous. Non, lui, il va nous rouler dessus, et il va l'assumer totalement. Donc je laisse me dire quel est votre niveau d'attente et d'excitation pour ce nouveau Ant-Man, sur une échelle allant de Quantumaniaco-dépressif à Cracantumania. Clownerie. Fini de rire, le scandale de la semaine est relevé par certains médias, certains politiques conservateurs qui se servent de 8 toutes petites pages d'un récit secondaire du comic book Joker, The Man Who Stopped Laughing, le numéro 4, dans lequel on voit le Joker faire du rentre-de-temps à la magicienne Zatanna, se demander à quoi ressemblerait un bébé qu'ils auraient ensemble, et celle qui pourrait manger 4 Hermione Granger et un Dumbledore par petit déjeuner, lui jette un sort, personne d'autre ne portera ton bébé, en lui mettant la tête dans la boue, là, comme Philippe Etchebest quand il veut t'apprendre à faire une omelette bien cuite. Sauf que le lendemain, le Joker est enceinte, et qu'il finit par vomir de la boue qui se transforme en mini-lui. Donc vous voyez, c'est un sacré délire, il vomit de la boue. Alors certes, ce que tu sors de là, ça ressemblera et ça aura l'odeur de Michel Houellebecq, mais tu cherches pas de nounou pour ce genre de truc. Mais peu importe, ça suffit pour qu'un ex-candidat du parti républicain fasse un Michael Schumacher, un tout droit glissant, explosif, légèrement paralysant. Il dit oui,
le Joker est trans désormais, qui d'autre en a assez de cette folie, hein. Alors ça prouve quand même que celui qui avait juré de défendre les ouvriers, eh bien passe plus de temps à ça sûrement qu'à lire des comics, sinon il saurait que ces récits, il y en a eu un à chaque épisode, eh bien sont des récits où le Joker à chaque fois essaye de séduire un personnage féminin de l'univers DC Comics, hein. Il a essayé avec Power Girl, il a essayé avec Big Bertha, qu'il a coupé en deux, hein. Il a dû être recousu sur un gorille, un centaure, je sais pas exactement comment ça se passe. Ça prouve aussi qu'il a très mal cerné le personnage du Joker et qu'il ne connaît pas le processus de dramaturgie du narrateur non fiable, à savoir un narrateur qui à cause de maladie mentale, à cause de problèmes de mémoire ou parce que c'est un farceur, nous raconte une belle histoire mais dont la parole n'a aucune crédibilité, un peu comme mon beau-frère quand il dit à ma soeur qu'il revient tard parce qu'il a aidé un non-voyant à rentrer chez lui mais que le seul bâton qu'il a sorti c'était clairement pas un bâton d'aveugle, hein. Bref, ça suffit pour que Fox News s'empare du sujet en se trompant sur le dessinateur, en citant des tweets de gens offusqués mais en se trompant sur le profil des tweets cités, hein. Par exemple Ethan Van Sciver qui est avant tout un artiste et un scénariste de comics est cité comme un youtubeur et un commentateur de comics, hein. Ça lui apprendra à ouvrir un petit peu trop sa grande bouche. Le minimum d'honnêteté intellectuelle de Fox News, c'est quand ils disent qu'on pourrait être tenté de voir là une histoire woke, pro-LGBTQ+, mais que ce n'est pas si simple. Ce qui est très simple en revanche, c'est l'extrême fragilité des mâles alpha autoproclamés comme Nick Adams qui tweet, hein, un homme tombe enceinte, ça ne fonctionne pas comme ça, hein. Merci maestro, hein, il continue. Puis pourquoi pas une Batmobile entièrement électrique, j'en appelle au boycott complet et total du Joker jusqu'à nouvel ordre, hein. Bah oui, boycottons le Joker, jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il accouche par césarienne, ça lui fera au moins une cicatrice dont il connaît l'origine, jusqu'à ce qu'on lui triture l'urètre avec une aiguille à tricoter ou bien avec un cintre, hein, ou plutôt jusqu'à ce qu'il arrête ses conneries, hein, de vouloir vomir des enfants et qu'il retourne à ses anciens hobbies, à savoir faire exploser des écoles, ça lui évitera de payer des fournitures de rentrée, tuer la femme du commissaire Gordon, faire violer Barbara Gordon, sa fille, hein, ou plutôt retourner flirter gentiment avec Harley Quinn, hein, qu'il a torturé et qu'il a frappé, un make the Joker great again, hein. Attends, ce qui est cool c'est de voir que c'est pas le Joker qui est le pire des clowns. Flash d'espoir. Dans le reste de l'actu ciné adapté de nos comics préférés, il y a l'actrice Kristen Ritters qui a eu le malheur d'aller faire son sport avec un t-shirt Daredevil et ça y est, tout le monde pense qu'elle va faire son retour dans le personnage de Jessica Jones dans la future série Born Again, dans le MCU. Heureusement qu'elle a pas fait un petit peu trop de cardio et qu'elle s'est pas mise à vomir, sinon les gens auraient cru au reboot de Breaking Bad. Chez la Warner, les patrons sont tout excités, ils font la même tête qu'Angelina Jolie ou Bruce Wayne quand ils passent devant un orphelin. La raison elle est simple, mais elle pourrait vous surprendre. Ils ont les mêmes attentes en termes de succès commercial pour le film The Flash que pour le film The Dark Knight, hein, le second Batman de Christopher Nolan. The Flash, c'est ce film qui puait le naufrage, hein. Souvenez-vous, c'est des années de galère d'écriture du scénario qui a été écrit, réécrit, hein. C'est des années de retard sur la production, encore plus que moi avec mes formalités administratives. C'est un acteur principal aussi stable qu'un unijambiste dans un parc de trampoline, hein. Mais non, ils sont excités, mais vous allez voir qu'ils le sont pour toutes les raisons, sauf pour le nom du héros qui est marqué sur l'affiche, hein, puisque ce qui les excite, c'est l'aspect du multivers qui va être ouvert par Flash, hein, au moins lui, hein. Et puis par contre, ce qui les excite énormément, c'est l'apparition de deux Batman que les gens surkiffent, le Batfleck et le Bat Michael Keaton. Il manque que George Clooney, hein, et alors ils sont tellement excités qu'Ezra Miller pourrait rester le Flash du futur DC Universe de Peter Safran et de James Gunn, et ça je trouve ça complètement dingue en matière de seconde, de troisième chance, de la mort qui tue, étant donné les galères et le pétrin juridique dans lesquels s'est fourré l'acteur. Miller risque jusqu'à 26 ans de prison pour cambriolage, hein. Alors Yel s'est introduit dans la maison pour prendre de quoi faire à bouffer à sa mère, soi-disant, hein, sauf que sa mère, soit c'est Johnny Depp, soit c'est Jason Chicandier, hein, puisque Yel avait cambriolé que des bouteilles d'alcool. Le problème bien plus grave, c'est quand Miller est accusé de détournement de mineurs, hein, sur un enfant à l'époque qui avait 14 ans, qui maintenant est majeur, hein, qui nie en bloc tous les faits, hein. Miller lui aurait donné de l'alcool et de la drogue, hein, et donc ça se passe sur une réserve amérindienne, donc avec une juridiction à part, donc il est probable que ça finisse complètement aux oubliettes cette affaire, hein, mais Miller, tu lui donnes tes pronoms, lui te file les siens, du LSD et du whisky. En parlant de whisky d'ailleurs, hein, Andy Muschietti a décidé de partager une photo de The Flash. Alors est-ce que c'est Central City, ou vu qu'apparemment tout le monde s'en bat les couilles, est-ce que c'est pas plutôt Gotham City? Attends, moi je sais que ça me donne envie de boire un petit coup dans ces bars. Vive les comics! Les comics sont une véritable source d'inspiration et le fameux maire de Long Beach, Robert Garcia, s'apprête à rentrer au Congrès américain, donc il s'apprête à prêter serment. Il va le faire la main posée sur la Bible, qui sera elle-même posée sur un exemplaire de Superman numéro 1, hein, qu'il aura trouvé dans la bibliothèque du Congrès, qui est accessible à tous et qui est la bibliothèque publique où il y a le plus de vieux comics et de comics tout court de tout le pays. Il a dit qu'il comptait s'y rendre, hein, une fois qu'il y siégera. Il avait été aussi un des avocats de la Snyder Cut,
Et voilà enfin un homme politique qui a ses priorités bien en ordre. Et attention, le scénariste Dan Slott et l'artiste Mark Bagley s'amusent à jouer avec les limites métafictionnelles du Spider-Verse, puisqu'après le Spider-Cochon, le Spider-Pixel, le Spider-Cronenberg, eh bien on va avoir droit à un Spider-Man tiré d'une erreur éditoriale des années 1960, puisque dans le tout premier Amazing Fantasy, eh bien il n'est pas le tiré, c'était Spider-Man tout collé, et dans le numéro 1 de Spider-Man, eh bien il s'appelait Peter Palmer, avant de s'appeler Peter Parker par la suite, comme il s'appelait dès sa première apparition. C'est une petite erreur qui a un petit peu perduré dans les comics, au moins quelques mois, et bon ben là il revient, Peter Palmer, soi-disant, pour sauver tout le multivers. J'ai pas lu, je sais pas ce que ça vaut, mais je trouve l'initiative assez marrante, et on sait que Stan Lee avait rajouté un tiré dès le premier Amazing Spider-Man pour le différencier de Superman, et avis aux amateurs des Gardiens de la Galaxie, puisque Jackson Lanzing et Colin Kelly vont sortir une toute nouvelle série comics, qui sera pile là à temps pour la sortie du prochain opus des Gardiens au cinéma. Ça va commencer par l'event Groot Fall, la chute de Groot, donc peut-être une petite galère pour Groot. On ne sait pas où est Rocket Raccoon, il y a un vrai vernis western, et on peut voir que Drax est très très frileux des épaules, mais beaucoup moins des tétons, à moins que dès qu'il pointe ça devienne deux lames de rasoir, les tétons destructeurs, et que ça lui nique tous ses t-shirts, j'en sais absolument rien. Et en attendant, quelqu'un qui est très drôle, c'est Chips Darsky, l'artiste, le scénariste de la série régulière Batman, qui dit sur son Substack, sa plateforme de newsletter, que il a proposé à DC cette pub pour le Batman 131, puisque ça résume très très bien ce qu'il s'y passe à l'intérieur, mais qu'ils ont refusé, une pub sur laquelle il y a marqué Batman est baisé, moi je valide. Et parfois certains aiment bien se compliquer la vie, puisque plutôt que de nous sortir une énième encyclopédie sur les super-héros d'ici, eh bien on va nous sortir une énième encyclopédie sur les super-héros d'ici, sauf que cette fois elle sera présentée sous forme de tableaux périodiques avec les différentes relations entre leurs pouvoirs, les personnages, comment est-ce qu'ils réagissent aux éléments. J'ai aucune idée de comment ça va être foutu, mais déjà que le tableau périodique me fait saigner du nez, je vous laisse imaginer ce genre d'initiative qui néanmoins, je trouve ça intéressant. J'y jetterai peut-être un petit coup d'œil juste pour vraiment essayer de comprendre leur délire. Mais je sais d'emblée que je préfère un type comme Mark Millar qui lui n'aime pas trop la physique mais adore la fusion, une fusion même nucléaire, puisqu'il va réunir les 24 propriétés intellectuelles, les 24 licences du Millar World, donc ça va de Kick-Ass à Kingsman en passant par Hit Girl puis par Huck, enfin tout ce qu'il a fait pour un gros crossover du Millar World, sauf que je sais très bien qu'on n'y verra pas le titre qu'il préférait qu'on oublie tous, The Unfunnies, dans lequel on pouvait voir sous forme de cartoon très mignon, mais un monde de cartoon dont la dépression et la dépravation s'est emparée, un mot, le corbeau, incarcéré pour détention d'images pédopornographiques, qui se faisait violer en prison par un bulldog atteint du sida. Voilà. C'est pas très Netflix friendly. Lisez, cette semaine je cravache, j'ai rendu une traduction très importante pour moi dont je vous parlerai tout bientôt. Je me suis mis à une seconde qui est au moins tout aussi importante et dont je vous parlerai aussi en même temps. J'ai quand même eu le temps d'avancer sur le crossover X-Men versus Eternal avec les Avengers en tampon. Je me régale, même si pour l'instant je suis qu'au début et j'attends de voir, surtout que c'est pas sorti en VF, donc je vais pas vous spoiler, mais c'est très très plaisant. J'ai aussi un petit peu avancé sur Dunce, le tome 2 qui est sorti par Jens K. Steve, le Norvégien, et donc chez 404 Comics. C'est toujours un régal de retrouver ce strip très souvent en 4 cases qui traite de plein de sujets, notamment la parentalité. Il y a beaucoup plus de strips de cases avec le chien. Enfin, moi, les strips sur moi, ça fonctionne bien, et surtout que lui est assez brillant. Je souhaite une bonne chance à tous les étudiants qui passent leur partiel, ne lâchez rien. On est ensemble, je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser des pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, à laisser des réactions en commentaire sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre, et surtout que très souvent vous me faites vraiment beaucoup rire, et des fois je suis jaloux de ne pas avoir pensé à vos vannes. N'hésitez pas à réagir aussi sur les réseaux sociaux, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis plus de 7 ans maintenant. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Il semblerait que le pilote de The Last of Us soit très fidèle au scénario du jeu vidéo. Et alors après la sortie sur PS3, après la remasterisation sur PS4, après la remasterisation sur PS5, eh bien il nous livre une nouvelle remasterisation avec les meilleurs graphismes mais les pires contrôles, un petit peu trop directifs.